Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. Le président de la République assiste à l'enterrement du directeur de cabinet de la présidence. Ministère de la Communication, célébration de la journée mondiale de la presse. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne mettra fin au contrôle aux frontières en novembre. Et nous entamons cette édition par cette nouvelle de l'arrivée de la dépouille mortuaire du défunt Fathi Ahmad Shamsan, haut fonctionnaire de l'État qui est décédé en France alors qu'il était dans un hôpital pour subir des soins. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est déplacé en personne à l'aéroport pour accueillir le cercueil. Fathi Ahmad Shamsan, après avoir longtemps occupé les fonctions de secrétaire général de l'Éducation nationale, a été ensuite affecté à la présidence de la République pour être l'adjoint du secrétaire général de la présidence de la République. Ce grand commis de l'État était fortement apprécié pour son calme, sa pondération et son grand sens du devoir. Il passait chaque jour des heures entières dans ses bureaux pour parachever son travail et se donner à fond. Il semblait même privilégier son devoir et ses hautes fonctions au détriment de sa vie privée. De très nombreuses personnalités ont entouré le chef de l'État pour saluer la mémoire du défunt. De l'aéroport, la dépouille du défunt a été acheminée vers une mosquée pour la prière du mort et ensuite conduite à sa dernière demeure et mise en terre. De très nombreux messages de condoléances ont été adressés à la famille du défunt suite à cette brusque disparition. La direction et le personnel de la RTD s'associent à ces moments de chagrin et de douleur pour exprimer leur profonde compassion à la famille, aux proches et aux amis du défunt et prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et la dépouille a fait le dernier chemin vers le cimetière de PK12 pour la mise en terre du défunt. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est déplacé en personne à l'aéroport pour l'arrivée du cercueil. Fathi Ahmad Shamsan, après avoir longtemps occupé les fonctions de secrétaire général de l'Éducation nationale, a été ensuite affecté à la présidence de la République pour être l'adjoint du secrétaire général de la présidence de la République. Ce grand commis de l'État était fortement apprécié pour son calme, sa pondération et son grand sens du devoir. Il passait chaque jour des heures entières et privilégiait même son devoir et ses hautes fonctions au détriment de sa vie privée. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nouvelle du pays, la conférence régionale sur l'enseignement supérieur et la recherche organisée conjointement par le ministère de l'enseignement supérieur et le bureau régional de l'UNESCO poursuit ses travaux et de thèmes de réflexion. Cette conférence s'est ouverte hier au Quimpeski en présence du chef de l'État alors qu'elle réunit les représentants des 13 pays d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, ouvert officiellement par le chef de l'État. Je vous tiens, M. Ismaël Omar Guelleh, cette conférence va traiter de nouvelles filières de formation
alliant la science et la technologie. L'interrogation est de mise en comment les universités peuvent-elles combiner les sciences naturelles et la recherche en sciences sociales et humaines pour élever les défis des objectifs de développement durable. Comment les universités de la région peuvent-elles collaborer pour permettre plutôt aux étudiants d'être bien formés, pour élever les défis de nouveaux métiers qui s'offrent à eux et qui peuvent assurer la croissance et le développement durable inclusif. Comment passer de l'accumulation plutôt des connaissances et de savoir-faire théoriques à la pratique et une réelle productivité. Une maîtrise des techniques et des sciences passant par leur concrétisation. Après l'ouverture de la conférence, la directrice régionale de l'UNESCO et le ministre de l'Enseignement supérieur ont tenu hier après-midi une conférence de presse sur les enjeux et les défis des universités des pays de la région. Écoutons la directrice régionale de l'UNESCO. Oui, Djibouti est devenu un leader. Leader à cause des engagements du président et le ministre de l'Éducation. Pour nous, UNESCO, en général, on suit les pays pour la mise en œuvre de notre convention qui rassemblait tous les besoins sur l'enseignement supérieur. En plus, on doit aussi regarder le fait que si on n'investit pas sur l'enseignement supérieur, ce sera difficile pour émerger. Et tous les pays dans nos sous-régions parlent d'émergence. Et émergence a besoin de savoir. Le savoir-faire, il a besoin de savoir scientifique, il a besoin des technologies. Donc, pour nous, UNESCO, c'est simplement à travers le ministre de l'Enseignement supérieur, rassembler tous les experts dans notre région, parce qu'on a pas mal des experts, sauf qu'il n'y a pas la valorisation de nos experts. L'Afrique a des richesses, sauf qu'on n'a pas bien coordonné. Donc cette conférence, c'est de rassembler tout le monde pour dire, si on a de bonnes collaborations, c'est possible de faire de grandes choses. Et il y a des preuves ce matin. Le discours de Monsieur le Président était excellent. Si on a besoin d'être parmi les régions assez près d'engager sur le développement, on doit régler notre secteur d'enseignement supérieur. Et c'est tout. UNESCO n'a rien à faire. Pas l'argent pour donner, mais toujours avec les idées. Et si on a les idées, on peut rassembler tous les bailleurs. Et déjà, le ministre de l'Enseignement supérieur ici au Djibouti a commencé. Il a les preuves. Ce n'est pas moi de dire. Donc c'est ça l'essentiel de cette conférence, pour rassembler tout et de montrer des bonnes pratiques et aussi de choisir certaines interventions clés pour aller ensemble. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a indiqué que notre pays nourrit des grandes ambitions pour faire de l'université une institution d'excellence pour améliorer et diversifier l'enseignement supérieur et la recherche. Écoutons le ministre. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent où nous devons créer l'espoir. Et l'espoir se trouve à Djibouti. Pourquoi? Parce qu'à Djibouti, il y a la paix. Il y a une jeunesse qui est en train de se former. Nous avons une jeune université. Et nous voulons impulser ce que nous avons créé comme environnement à Djibouti pour que nous puissions prendre le leadership de pouvoir convaincre nos partenaires, les pays voisins, d'investir dans l'enseignement supérieur et la recherche, parce que sans enseignement supérieur, sans recherche, on ne peut pas développer nos pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de petits pays. Je voudrais vous donner l'exemple de Singapour. Singapour est un pays qui est encore plus petit que le nôtre. C'est 1/20 du territoire de la République de Djibouti. Mais Singapour a très vite investi dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et elle a très vite investi également dans la façon d'apprendre autrement. C'est ce que nous voulons démontrer à partir de Djibouti. Si Singapour est un modèle, comment faire pour que Djibouti soit un modèle avec ses moyens pour les pays qui nous entourent. Le fait que nous soyons un pays stable, de paix, je pense que nous pouvons en toute sérénité démarrer quelque chose à partir de Djibouti pour que Djibouti soit un hub également de la connaissance et non pas uniquement de la logistique et transport.
Maintenant, au niveau des efforts que nous avons faits au niveau de l'université, nous voulons également partager cette expérience. Tout à l'heure, Madame Thérèse vous disait que vous lui parlez des moyens. Quand on a des ambitions, quand on a des convictions, on peut trouver des moyens. Et si on ne les a pas, il faut aller les chercher. Nous avons construit une faculté d'ingénieurs en allant chercher les moyens pédagogiques en Turquie, les moyens financiers avec le fonds saoudien. Nous sommes en train de construire une idée de projet avec la Banque mondiale. On a eu l'accord de principe. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Washington pour défendre un projet de centre international d'excellence des technologies de l'information et de la communication qui vont aider avec des outils numériques, le e-banking, donc tout ce qui est services bancaires fonctionnant avec le numérique, parce que c'est ça l'avenir, c'est ça qui va créer des emplois et pouvoir utiliser le numérique dans toute la logistique et transport. C'est ce que nous avons commencé à l'université de Djibouti, où nous avons mis en place des plateformes où les étudiants sont capables, à partir de la conception d'un projet jusqu'à sa réalisation. Et c'est ce que nous voulons démontrer, partager avec nos amis, nos frères de la région. Également dans l'actualité, en prévision de la tenue de la 17e Assemblée Générale de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, l'ACNOA, prévue du 9 au 11 mai 2017 à Djibouti, les premières délégations ont posé pied à Djibouti. Cet afflux se poursuivra plusieurs jours durant et parmi les premiers arrivés, l'on compte le président de l'ACNOA, Lassana Palenfo, qui est arrivé à bord d'un vol d'Ethiopian Airlines. Quelques 200 personnes sont attendues pour cette assemblée élective. Et cette Djibouti Palace Kempinski, une cérémonie de bienvenue a été organisée en l'honneur du président de l'ACNOA en présence de la présidente du comité national olympique, également membre du comité olympique international, Aïcha Garad Ali. Rappelons que cet événement majeur réunira l'ensemble des présidents et secrétaires généraux des comités nationaux olympiques et sera honoré également par la présence du président du comité international olympique, Thomas Bach. Autre personnalité prestigieuse attendue, le président de l'ACNO, l'Association mondiale des comités nationaux olympiques, Cheikh Ahmed, ainsi que de nombreux membres du CIO et d'anciens champions sportifs. Durant près d'une semaine donc, la République de Djibouti accueillera l'ensemble des dirigeants des instances olympiques continentales et internationales telles que l'ACNOA, la Solidarité olympique ou encore les fédérations internationales sportives. L'événement sera largement couvert par la presse nationale et internationale. Autre nouvelle du pays, la cérémonie de la journée mondiale de la liberté de la presse était organisée ce matin à l'hôtel Les Acacias à Djibouti par le syndicat des personnels de la presse et de l'audiovisuel, autrement dit SPAD, en collaboration avec l'UNESCO. La cérémonie a été présidée par la présidente du syndicat, Mme Aïcha Ahmed Youssouf. Plusieurs journalistes, présentateurs, journalistes et de la presse écrite, de la RTD, de la Nation, de l'ADI ou bien de la Qarn ont participé à cette cérémonie de la liberté de la presse. La cérémonie a vu la participation de la directrice régionale d'UNESCO pour l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien, Mme Anne Thérèse, le directeur de la communication Ibrahim Mir et du coordinateur de l'UNESCO à Djibouti, M. Idriss Youssouf Elmi. Entamant la série des interventions, la présidente du SPAD, Mme Aïcha Ahmed Youssouf, s'est déclarée réjouie de l'organisation de cette journée. Nous l'écoutons. Des journalistes devient récurrente et en constitue un problème réel pour l'exercice de la profession. C'est pourquoi cette journée nous permet de réfléchir pour stimuler le débat parmi les professionnels des médias sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Les journalistes et les professionnels des médias à Djibouti mettent ainsi, depuis quelques années, un point d'honneur à célébrer cette journée. Cette année encore, ils n'ont pas voulu déroger à la règle. Car cette journée constitue pour nous, grande famille de la presse, de se retrouver, d'échanger et tenter de développer notre organisation. C'est pourquoi cette année, en marge de la célébration de cette journée, nous avons programmé un certain nombre d'activités, dont un atelier sur le rôle du syndicalisme dans notre milieu professionnel. Ces 3 dernières années, le nombre de professionnels des médias a connu une augmentation assez importante. Il était donc d'associer et de fédérer tous ces jeunes
autour des idéaux que nous partageons tous. Celui de voir les droits des journalistes respectés et préservés. Le SPAD, qui n'existe que depuis 4 années, tente d'apporter sa pierre à l'édifice afin de consolider les acquis en matière de liberté de presse. Mais nos actions ne peuvent se concrétiser que si elles sont accompagnées par les autorités et nous constatons des évolutions positives ces dernières années. Par la suite, ce fut au tour de la directrice du bureau régional de l'UNESCO de prendre la parole. Elle s'est exprimée en ces termes. Le journalisme, qui fait face à une crise d'identité du public, voit se profiler un horizon où les nouvelles menaces se mêlent aux anciens défis. Le secteur des médias est bouleversé en profondeur par l'avènement des réseaux numériques et des médias sociaux. Les citoyennes journalistes redéfinissent les contours du métier. Les responsabilités et la crédibilité des médias sont remises en question. Tous ces changements interviennent alors que l'existence des médias indépendants et pluralistes n'a jamais été aussi importante pour émanciper les femmes et les hommes, renforcer la bonne gouvernance et l'état de droit, et faire avancer le programme de développement durable à l'horizon de 2030, particulièrement l'objectif 16, qui vise à établir des sociétés justes, pacifiques et inclusives. Les médias ne doivent pas se réduire à servir des sources d'informations fiables. Ils doivent permettre à de nombreuses voix de se faire entendre et mobiliser des forces nouvelles au service de la tolérance et du dialogue. Mesdames et messieurs, l'enjeu est clair. Nous avons besoin d'un journalisme original, critique et bien documenté, qui s'appuie sur des règles de déontologie professionnelle exigeantes et sur une éducation aux médias de qualité, alliée à un public correctement initié aux médias et à l'information. Enfin, c'est le directeur de la communication au ministère de la Communication qui est intervenu. Il a mis l'accent sur les avancées et les efforts dont fait preuve le syndicat des journalistes djiboutiens et il les a félicités pour leur travail. On l'écoute. Aujourd'hui, Djibouti a fait un pas en matière de liberté de la presse. Le département du ministère de la Communication se réjouit de cette évolution. C'est le résultat de l'action de toutes les parties, celle des acteurs de la presse et celle du gouvernement. Il nous faut donc rendre hommage aux femmes et aux hommes qui font de notre presse un label de référence dont nous en sommes fiers. La liberté de la presse est une condition de la démocratie et de la bonne gouvernance auquel nous aspirons tous et toutes. Ce rôle est tout aussi important pour un ancrage réussi et fécond de la démocratie. C'est pourquoi il faut saluer le thème retenu cette année, à savoir des esprits critiques pour des temps critiques, le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives. La presse djiboutienne se doit plus que jamais de rester professionnelle pour, entre autres, consolider ses acquis pour un épanouissement accru des populations. Le renforcement de la démocratie doit donc être un leitmotiv. Messieurs et Madame, le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère de la Communication, est conscient du rôle et de la place de la presse dans un état de droit. Il s'est engagé à offrir de bonnes conditions de travail et de vie aux acteurs des médias, en mettant notamment en place le statut particulier des personnels de la presse, dont l'application se généralise au fur et à mesure et
et aussi l'établissement de la Commission nationale de communication. Le mérite de ces avancées revient d'abord aux journalistes, aux techniciens, bien entendu aux syndicats aussi de la presse et aux partenaires au développement comme l'UNESCO, mais aussi et surtout grâce aux efforts de tous les acteurs du secteur. Également dans l'actualité, direction le Nord avec Tadjoura, où le conseil régional de Tadjoura, sous la présidence de Omar Hussein Omar, a tenu ce matin une session ordinaire à laquelle ont pris part les élus locaux du conseil régional. Des représentants de la société civile, des associations des femmes et des jeunes ont suivi ces travaux. Outre les comptes rendus, le président du conseil régional, Omar Hussein, a mis en relief les divers objectifs du plan de développement régional ainsi que la mise en pratique immédiate de la feuille de route établie par le ministère en charge de la décentralisation. Les 15 km initiés par le président du conseil régional, Omar Hussein, qui aura lieu le samedi 6 mai 2017. Ces marathons, qu'on a nommé Marathon de l'espoir, réunira les athlètes, les jeunes de la région qui vont venir de toutes les sous-régions. Inch'Allah, nous espérons à l'issue de cette compétition détecter de nouveaux talents. Et toujours dans la région de Tadjoura, le conseil régional de Tadjoura informe la population qu'un meeting d'athlétisme intitulé Marathon de l'espoir, organisé sous l'égide du comité d'organisation des festivités du 40e anniversaire, se dérouleront dans la ville de Tadjoura le 6 mai prochain. Le conseil lance un appel pour une participation massive de la population et de la jeunesse en particulier. Et enfin, pour clore dans l'actualité nationale, dans la page nécrologie, nous avons appris avec tristesse le décès de feu Ali Sultan Ismail survenu à Djibouti. Le défunt Ali Sultan Ismail était âgé de 80 ans, était retraité de la police nationale. Il laisse derrière lui 69 enfants et 20 petits-enfants. Connu pour son intégrité et son civisme, il était le père de l'actuel directeur de la disette, Idriss Ali Sultan. L'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti et la direction adressent ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches et aux amis du défunt Ali Sultan. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Également page nécrologiste avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris aujourd'hui le décès de feu Khadija Kawalié Waïs survenu lundi à Ali Sabié. Feu Khadija Kawalié a laissé derrière elle 5 enfants et 40 petits-enfants. La défunte était la tante maternelle de notre confrère Mohamed Ali Kherré. Le personnel et la direction générale de la RTD lui présentent ses sincères condoléances en ce douloureux moment. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dès là, nous passons à l'actualité internationale. L'Union européenne mettra fin au contrôle aux frontières en novembre. L'Union européenne mettra fin au contrôle aux frontières en novembre pour l'espace Schengen, supprimant d'ici 6 mois les dérogations exceptionnelles accordées à 5 pays européens. Confronté à un fort afflux migratoire, Bruxelles a donné son accord à l'Allemagne, à l'Autriche, au Danemark, à la Suède et à la Norvège pour une nouvelle prolongation des contrôles. Mais ce sera la dernière fois, a prévenu ce mardi le commissaire européen à la migration Dimitris Avramopoulos. Au mois de mars, l'initiative de la France et de l'Allemagne, le code frontière Schengen, avait été modifié depuis la totalité des voyageurs entrant et sortant de l'espace Schengen sont soumises à un contrôle aux frontières systématique et approfondi. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis.